Un livre a récemment été retiré des ventes en raison de scènes de violence sexuelle sur un mineur. Les réactions ont été immédiates. Certains ont parlé de censure, de liberté d'expression, d'autres encore ont dénoncé une dérive morale. Le débat s'est structuré autour du droit d'écrire, de représenter, de choquer. Et ce n'est pas le premier ouvrage de ce type à susciter une polémique. Malheureusement, ce ne sera probablement pas le dernier non plus. Plutôt que de traiter un cas isolé comme un événement exceptionnel, il m'a paru plus pertinent de proposer une analyse qui puisse s'appliquer à l'ensemble des œuvres polémiques du même acabit. Non pas pour juger un livre en particulier, mais pour comprendre les mécanismes discursifs qui reviennent encore et encore lorsqu'un récit problématique entre dans l'espace public. Je ne vais pas citer le texte, ni détailler les scènes, je vais analyser le discours qui accompagne ce type de sortie problématique. Car à chaque polémique de ce type, un narratif de défense se met en place. Il mobilise des arguments récurrents, invoque la dénonciation, le réel, la fiction, la liberté, et il entremêle ces registres d'une manière qui mérite d'être examinée. Ce qui va suivre est mon analyse personnelle, elle n'engage que moi. Je condamne fermement toute apologie de violence, quelle qu'elle soit, et le contenu qui sert ici de point de départ n'échappe évidemment pas à cette condamnation. Je condamne également tout harcèlement et toute attaque personnelle. Les commentaires problématiques seront supprimés, y compris ceux qui tenteraient de me faire dire l'inverse de ce que je développe ici. Il s'agit d'un travail de lecture critique des récits, rien de plus. Si je pose ce cadre dès maintenant, c'est précisément pour éviter toute confusion sur l'objet de cette analyse. Dans ce type de polémique, l'intention est presque toujours brandie comme un argument principal. On rappelle ce que l'autoriste a voulu faire, voulu dénoncer, voulu montrer, mais une intention déclarée ne protège pas un récit de l'analyse. Ce que je vais interroger ici, c'est donc pas la psychologie d'une personne, ni la sincérité de son intention, ce sont les discours qui se construisent autour du livre, la manière dont il est défendu, les arguments qui sont mobilisés, les glissements qui s'opèrent dans l'espace public, autrement dit, le storytelling qui encadre l'œuvre plus que l'œuvre elle-même. Regardons maintenant concrètement comment ce storytelling se déploie. L'un des premiers éléments mobilisés dans l'espace public concerne la manière dont l'œuvre est qualifiée. Le choix du genre n'est pas anodin. Il oriente immédiatement la réception. Il suggère un cadre d'interprétation. Il place le récit dans une catégorie plus ou moins légitime. Dans le cas qui nous sert de point de départ, l'ouvrage a d'abord été rangé ou défendu sous l'étiquette de dark romance. Or, il faut être précis sur un point. Si, dans le cadre d'énonciateur d'une dark romance prise au sérieux comme genre, certaines œuvres peuvent explorer des relations profondément asymétriques entre un adulte et un mineur pour en révéler la violence, ce n'est plus du tout le cas lorsque le mineur en question est un nourrisson. Même dans ses formes les plus sombres, la romance suppose une tension entre deux sujets, une possibilité minimale de réciprocité narrative, un espace dans lequel la question du consentement peut être interrogée. Lorsque le protagoniste mineur n'est pas simplement en position d'asymétrie, mais dans une situation où toute capacité de consentement est inexistante, notamment lorsqu'il s'agit d'un nourrisson, nous ne sommes plus dans une dynamique relationnelle, même toxique. Nous sommes dans une dissymétrie absolue, sans ambiguïté possible. Dans ce contexte, parler de romance n'est plus une extension du genre, c'est un déplacement du sens. Et c'est précisément dans ce déplacement que le glissement devient visible dans la manière dont l'œuvre est présentée et défendue. Dans le cas présent, la défense invoque la dénonciation d'un phénomène réel. Des affaires existantes sont mentionnées, des faits sont rappelés, le récit est justifié au nom d'une réalité criminelle. Et c'est ici que le deuxième mouvement du glissement apparaît. Car si l'argument central devient « je montre ce qui existe », alors l'œuvre ne se situe plus principalement dans une dynamique de romance, même sombre, elle se revendique comme exposition d'un phénomène criminel. Autrement dit, la qualification change en fonction de l'argument mobilisé. Soit on assume une fiction relationnelle, et alors la question du consentement et du statut des protagonistes devient centrale, ce qui rend le terme de romance impropre dans le cadre d'un mineur en incapacité, ici d'un nourrisson. Soit on assume une logique d'exposition de crimes réels, et l'on entre alors dans un registre qui relève davantage du récit criminel ou true crime. Ce n'est pas la même promesse faite au lectorat, et ce n'est pas le même contrat narratif. Ce que révèle ce point, ce n'est pas seulement un problème d'étiquette, c'est une tension dans la manière dont l'œuvre est présentée et défendue. Et cette tension dépasse
largement un livre précis, elle montre comment certaines œuvres problématiques peuvent être requalifiées dans l'espace public afin d'atténuer leur réception ou leur conférer une légitimité morale qu'elle n'aurait pas si le cadre était clairement assumé. Si la première étape du storytelling consiste à qualifier l'œuvre, la seconde consiste à orienter le regard. Une fois le genre posé ou déplacé, un autre argument apparaît très vite dans l'espace public, l'intention de dénoncer. Et derrière cette intention, une question implicite se cache toujours: depuis quel point de vue cette dénonciation est-elle construite ? Même si je n'analyse pas ici le texte en détail, le discours de défense laisse entrevoir un élément central, la place accordée au regard du bourreau. Or, le point de vue n'est jamais neutre. Dans tout récit, choisir à qui l'on donne accès, choisir quelle conscience est explorée, choisir quelle subjectivité est détaillée, c'est déjà hiérarchiser les positions. Lorsque la défense insiste sur le fait que l'œuvre montre la réalité, il faut immédiatement se demander: elle la montre depuis où ? Depuis la position de celles qui subissent ? Ou depuis la position de celles qui agissent ? Placer la focale sur l'expérience intérieure du dominant, ses pensées, ses pulsions, ses justifications, transforme un acte en trajectoire psychologique. Même si l'intention proclamée est la dénonciation, l'effet produit est tout autre. On passe du constat d'un crime à l'immersion dans une subjectivité. Et c'est ici que la question devient sensible. Il ne s'agit pas de dire qu'un récit ne peut jamais adopter un point de vue dérangeant. Il s'agit de rappeler que plus un regard est approfondi, plus il est humanisé. Et plus il est humanisé, plus il occupe le centre émotionnel. Dans le cadre d'une œuvre présentée comme dénonciatrice, ce choix a des conséquences. Si la victime reste hors champ ou réduite à une vague fonction narrative, tandis que le dominant bénéficie de la complexité psychologique, le message implicite se déplace. Ce n'est plus la violence qui est au centre, c'est celui qui l'exerce. Ce qui révèle alors le storytelling de défense, ce n'est pas seulement une intention de dénoncer, c'est un choix de regard. Et ce choix de regard participe déjà à la construction morale du récit. Dans l'espace public, ce point est rarement discuté. On parle de la liberté d'écrire, on parle d'intention, de provocation, de réalisme, mais on parle beaucoup moins de la distribution de l'empathie. Pourtant, c'est précisément là que se situe le cœur du problème. Le point de vue ne dit pas seulement comment une histoire est racontée, il dit qui mérite d'être compris, il dit qui est placé au centre, il dit en creux qui reste périphérique. Et lorsqu'une œuvre problématique est défendue au nom de la dénonciation, c'est ce point-là qui devrait être examiné en priorité. Si le point de vue détermine à qui l'on distribue l'empathie, un autre levier intervient très souvent dans les discours de défense, le trauma. Après avoir qualifié l'œuvre, avoir invoqué l'intention de dénoncer, un argument revient régulièrement pour consolider la posture morale, expliquer la violence par une blessure antérieure. Le livre explore le passé d'un des personnages violents. On détaille ses carences, humiliations, traumatismes. On essaye de reconstruire une chaîne causale. Sur le principe, comprendre un mécanisme psychologique n'est pas problématique. Dans l'absolu, expliquer n'est pas excuser. Mais dans le cadre d'un storytelling aussi profond autour d'une œuvre, cet argument ne fonctionne jamais isolément. Il s'ajoute au choix du genre. Il s'ajoute au choix du point de vue. Il s'ajoute à la place centrale accordée à la subjectivité du dominant. Et c'est dans cette accumulation que le glissement devient perceptible. Lorsqu'un récit immerge longuement dans l'intériorité du bourreau et qu'en parallèle il insiste sur les traumatismes qui l'auraient façonné, la responsabilité commence à se diluer dans la causalité. Le personnage devient blessé avant d'être coupable. Il devient le produit d'un passé plutôt que de l'auteur d'un acte. J'ai déjà consacré un épisode au trauma sur cette chaîne, et je vais le résumer comme ça. Un traumatisme peut éclairer un fonctionnement. Il peut permettre de comprendre comment une violence se reproduit, mais il ne constitue absolument jamais une excuse morale, et il ne donne absolument jamais aucun droit à infliger à autrui des violences.
Dans le discours public autour d'une œuvre problématique, l'invocation du trauma peut ainsi jouer un rôle précis, déplacer la focale. On ne parle plus prioritairement de la violence subie, on parle du parcours du violent. On ne parle plus de la dissymétrie, on parle de la blessure initiale. La question devient alors la suivante: le trauma est-il mobilisé pour analyser un système de reproduction de la violence, ou pour humaniser à l'excès celui qui la commet, au point d'en atténuer la gravité? Lorsque la contextualisation traumatique s'ajoute à une immersion détaillée dans la perception du dominant, l'effet cumulé peut produire une atténuation implicite. La victime, elle, est passée sous silence. Elle devient l'arrière-plan de l'arrière-plan, au mieux un contexte. Et c'est précisément dans ce déplacement que la prétendue dénonciation a perdu toute sa cohérence. Et si elle perd sa cohérence lorsque le centre se déplace vers le dominant, une autre incohérence apparaît souvent dans le discours public. Après avoir invoqué le trauma, humanisé longuement le violent, la défense mobilise un argument supplémentaire pour consolider tout l'ensemble, l'appel au réel, puis le repli sur la fiction. C'est là qu'intervient un mouvement de va-et-vient. Lorsque l'œuvre est défendue, on insiste sur sa portée. On affirme qu'elle révèle un phénomène social, qu'elle met en lumière une violence trop souvent tue, qu'elle oblige à regarder ce que la société préfère ignorer. Mais lorsque la critique se précise, le registre change. On explique alors qu'il ne s'agit que d'une fiction, que tout est inventé, que la littérature n'a pas à être tenue responsable des réactions qu'elle suscite, que lire n'est pas agir. Et ce balancement n'est pas anodin. Invoquer le réel permet de donner une gravité morale au récit. Ça permet de dire « je ne fantasme pas, je montre ce qui existe ». Invoquer la fiction permet de neutraliser la critique. Ça permet de dire « non mais là vous confondez imagination et apologie ». Le problème n'est pas de rappeler qu'une œuvre est fictive. Le problème c'est d'utiliser alternativement le réel comme caution et la fiction comme bouclier. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement le livre qui sert de point de départ. On l'a vu à l'œuvre dans d'autres récits rangés sous l'étiquette de dark romance. Lorsque des relations profondément asymétriques sont mises en scène, qu'il s'agisse d'un enseignant et de son élève avec un écartage massif, du récit d'un inceste présenté comme consenti, ou d'histoires jouant sur des fantasmes de domination raciale déguisés en racisme inversé, la défense adopte souvent la même ligne. D'un côté, on parle de dénonciation, subversion, critique sociale. De l'autre, lorsque la réception devient critique, on affirme que ça va, c'est qu'une histoire. Or, la fiction n'est jamais hors sol. Elle participe à une culture narrative, elle circule, elle façonne des représentations, elle contribue à banaliser ou à interroger certaines dynamiques. Je le rappelle régulièrement sur cette chaîne, qui est là pour ça, une histoire, ça permet de représenter, vendre, apprendre. Une histoire a toujours un de ses buts. Dire ce n'est que de la fiction revient à supposer que la fiction serait dépourvue d'incidence. Pourtant, nous savons collectivement que les récits influencent les imaginaires. Nous savons que certaines représentations répétées finissent par normaliser des cadres. Nous savons que l'on peut apprendre à percevoir une situation comme romantique, transgressive ou anodine en fonction de la manière dont elle est racontée. Lorsque l'on prétend dénoncer une violence, mais que l'on refuse d'interroger l'effet produit par la mise en scène de cette violence, au motif qu'elle serait fictive, on crée une incohérence. Soit on assume que la fiction a une portée symbolique et on accepte d'en discuter les effets, soit on affirme qu'elle en a aucune, mais on ne peut plus invoquer sa prétendue puissance dénonciatrice. C'est cette tension qui mérite d'être analysée. Car le débat ne porte pas sur le droit d'inventer, il porte sur la cohérence entre ce qui est revendiqué et ce qui est produit. Et c'est précisément dans cette oscillation entre réel et fiction que le storytelling de défense révèle ses limites. Pour comprendre à quel point un récit peut dépasser son statut de fiction et produire des effets durables dans le réel, il suffit de regarder certains précédents. Et on va prendre un exemple connu, Le Camp des Saints de Jean Raspail. Présenté comme un roman dystopique ou roman d'anticipation, il a longtemps été défendu au nom de la fiction. Ce n'était qu'un livre, une dystopie comme une autre. Pourtant, des décennies plus tard, ces images, ces métaphores et sa vision du monde ont nourri une partie de l'imaginaire politique contemporain, jusqu'à alimenter la théorie du grand remplacement. Ce n'est pas le roman seul qui crée une idéologie, mais un récit peut fournir des images, des cadres d'interprétation,
des peurs structurées. Il peut rendre pensable ce qui, sans lui, serait resté marginal. Cet exemple rappelle une chose essentielle, la fiction n'est jamais neutre. Elle ne flotte pas hors du monde. Elle s'inscrit dans des rapports de force, dans des représentations collectives, dans des hiérarchies symboliques. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Cette formule ne désigne pas seulement un fait politique. Elle décrit un mécanisme narratif. Pendant des siècles, les récits officiels ont été construits depuis le point de vue des conquérants. Les colonisations ont longtemps été racontées comme des aventures, des expansions, des missions civilisatrices. Les violences, les spoliations, les effacements culturels étaient relégués à la marge. Les peuples colonisés devenaient des décors, des contextes, des obstacles. Ce n'est que lorsque le regard s'est déplacé vers les colonisés que l'on a commencé à nommer autrement les mêmes événements. Ce mécanisme est identique en narration contemporaine. Lorsqu'un récit place au centre de l'expérience celui qui exerce la violence, il reproduit une dissymétrie déjà présente dans le réel. Il confirme que la conscience digne d'être explorée est celle du dominant. Il confirme que la subjectivité intéressante est celle de celui qui agit. La victime devient un déclencheur narratif. Le dominant devient le personnage complexe. Ce glissement est particulièrement visible dans tout ce qui a été rangé à tort sous l'étiquette de dark romance ces dernières années. On a vu se multiplier des récits présentés comme transgressifs et romantiques qui mettent en scène des rapports de pouvoir profondément asymétriques. De l'histoire de la femme blanche qui s'éprend pour un homme de couleur dans un univers dystopique censé illustrer un prétendu racisme inversé, à la relation entre cet enseignant et son élève de 27 ans, son cadet, en passant par des romans d'amour mettant en scène de l'inceste présenté comme consenti, la sphère littéraire a fini par englober sous l'étiquette dark romance des récits qui reposent en réalité sur des dynamiques de domination. Dans ces cas, le récit ne déconstruit pas la hiérarchie. Il la met en scène depuis le point de vue de celui qui en bénéficie. Chaque œuvre qui se présente comme dénonciatrice doit donc être examinée à l'aune de cette question fondamentale. Déplace-t-elle réellement le regard vers ceux qui subissent ou continue-t-elle à raconter le monde depuis la position du pouvoir ? Le réalisme peut être critique, mais il peut aussi être un recyclage des cadres dominants. Tant que le narratif reste du côté du vainqueur, du dominant, de celui qui agit, la dénonciation demeure incomplète. Pour illustrer concrètement cette distinction, je vais évoquer ma propre pratique. J'écris actuellement du true crime sur des tueurs à gages. J'ai fait un choix clair, je n'écris jamais du point de vue de celui qui appuie sur la gâchette, ni du point de vue de la personne qui l'a commandité. Tout est raconté du point de vue de la victime. Les lectrices entrent dans sa vie avant le drame, partagent la normalité du quotidien. Puis la rupture survient. Et après cette rupture, je reste avec la victime, comme un fantôme qui observe l'enquête. Le centre émotionnel ne change pas. Si je devais écrire un true crime impliquant un mineur, je resterais du côté de l'enfant. On le verrait parler et ne pas être cru. On le verrait confronté à des exigences qu'il ne comprend pas. On pourrait représenter la mémoire fragmentée, les symptômes de stress post-traumatique, la dissociation, les silences qui ne sont pas des mensonges, mais des mécanismes de survie. La tension dramatique ne viendrait pas d'une immersion détaillée dans l'acte. Elle naîtrait du doute, des expertises, du tribunal, du moment où la parole est remise en question. Elle viendrait aussi de l'après. Le manque de prise en charge, les délais, les conséquences scolaires et psychiques, de l'insuffisance institutionnelle. Le crime resterait un fait générateur. Si l'objectif est de dénoncer une défaillance systémique, la narration doit déplacer son centre vers la réponse du système. Et en parlant de défaillance systémique, il faut aussi évoquer une réponse encore trop courante face aux œuvres problématiques, la tentation de pathologiser l'autorice. Ce raccourci transforme une question structurelle en défaillance individuelle. On retrouve le même mécanisme lorsqu'on prétend expliquer la montée de l'extrémisme, suprémacisme, autoritarisme, ce que vous voulez, uniquement par la bêtise ou l'ignorance. Des responsables politiques, des cadres, des intellectuels parfaitement éduqués, des doctorants peuvent défendre des positions radicales parce qu'elles consolident leur pouvoir, leur statut, leur vision hiérarchique du monde. Parce que la réalité est là, c'est pas une question d'intelligence, mais de pouvoir. La question n'est pas de savoir si l'écriture d'une œuvre problématique relèverait d'une quelconque folie individuelle, ce n'est tout simplement pas ça qui doit être interrogé. Ramener le débat sur le terrain de la pathologie permet d'éviter d'affronter la seule question pertinente ici, celle de la responsabilité narrative. Car ce que nous avons analysé depuis le début n'a rien de clinique.
Il s'agit de choix. Le choix d'invoquer un genre plutôt qu'un autre, un point de vue plutôt qu'un autre, humaniser le dominant, utiliser le trauma comme une clé de lecture, osciller entre réel et fiction, conserver le centre du récit du côté du pouvoir. Pathologiser, c'est refermer le débat sur la personne. Analyser oblige à revenir sur ces choix-là. Ce que je voudrais en définitive que nous retenions collectivement de cette analyse, en tant qu'autoristes et en tant que personnes qui construisons des récits, c'est ceci. Nous avons une responsabilité. Pas une responsabilité morale abstraite, une responsabilité narrative concrète. Chaque fois que nous écrivons, nous choisissons un centre. Nous choisissons un regard. Nous décidons qui mérite d'être compris en profondeur et qui reste en périphérie. Nous décidons quelle conscience sera explorée et laquelle sera résumée en quelques lignes. Nous décidons aussi ce que nous appelons une romance, ce que nous appelons une dénonciation, ce que nous présentons comme transgressif, ce que nous faisons passer pour complexe. Et ces choix ne sont jamais ni neutres, ni absous de conséquences. Notre storytelling ne s'adresse pas seulement à une intrigue, il s'adresse au lectorat, il façonne une perception, il façonne des réalités, il normalise certains cadres et en rend d'autres impensables. Si nous invoquons le réel, nous devons assumer la manière dont nous le représentons. Si nous invoquons la dénonciation, nous devons nous demander depuis quel point de vue nous dénonçons. Si nous explorons un trauma, nous devons veiller à ne pas en faire une circonstance atténuante, implicite. Si nous mettons en scène une violence, nous devons nous interroger sur ce que nous en faisons narrativement. D'ailleurs, on le fait déjà pour les séries et les films. Combien de fois on a dit « cette série, ce film a une scène crue qui ne sert à rien ». Pourquoi, d'un seul coup, en littérature, on accepterait de la mettre en scène et de dire « dans ce cadre-là, c'est ok ». Non, ça ne l'est pas. Écrire, c'est pas seulement raconter. C'est cadrer, hiérarchiser, distribuer l'empathie. En tant qu'auteuriste, nous ne pouvons pas nous réfugier derrière l'intention pour éviter cette réflexion. Ce que nous écrivons participe à une culture narrative plus large. Une culture qui peut soit déplacer le regard vers celles et ceux qui subissent, soit continuer à centrer celles et ceux qui dominent. La question, c'est pas de savoir si nous avons le droit d'écrire. La question est de savoir ce que nous choisissons de faire de ce droit. Et oui, ce droit se heurte à la loi. Si on écrit une apologie, effectivement, on se heurte à la loi et il y a des conséquences légales. Interroger nos structures, nos cadrages, nos centres, ce n'est pas de la censure. C'est professionnaliser notre regard. C'est affiner notre éthique. C'est respecter notre lectorat. Et si nous voulons que nos récits soient réellement puissants, lucides, transformateurs, alors c'est à ces niveaux-là que le travail commence.